Ça C'est marche? que... Comment? Ah, c'est bon, on a démarré. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est en cours là. Vous nous entendez? Ah, mais ils ont pas les micros allumés. Ok. Parce que moi, je vois rien, ça doit Oui, c'est bugger. bon, Edgar nous dit qu'il nous entend. Ah, super. Mais moi, ça doit bugger. Bon, si tout le monde voit, tant mieux. Et mon écran aussi. Et ton Mhm. écran, moi, je le vois, donc je pense que tout le monde c'est pareil. Ok. Bon, moi, chez moi, c'est tout bugué. Bon, c'est pas gênant. Si vous, ça n'est pas, tant mieux. Par contre, je vois pas les questions, je vois rien, quoi. Ouais, bah, on va les gérer à deux. Ok. Bon. Bon, pardon, on a des petits soucis techniques. Bon, on va se lancer dans ce cas-là. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être connectés aujourd'hui. On va passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça dépend si avec Yann on est bavard ou pas, pour vous parler du label intérieur. Donc, dans un premier temps, on a prévu une petite introduction pour vous expliquer qui on est. Imolab, c'est une structure de labellisation qui porte le label intérieur. Donc, on a une première activité euh, de création des référentiels et ensuite mise à jour pour les faire vivre. Et une seconde activité de formation, notamment pour les AMO qui sont référents chez nous, qu'on forme en interne. On a créé la structure en 2017, en même temps que la sortie du référentiel logement neuf, donc en fin d'année 2017. Et aujourd'hui, donc on est deux à vous parler du label, donc Yann Dervin, qui est responsable des relations publiques, et moi-même, qui m'occupe du développement du label. Euh, alors, Merci, euh, Cécile. je te laisse la main déjà? Vas-y. Merci, Cécile, et bonjour à tous. Ce label de qualité d'air intérieur, il répond à une problématique importante, qui est une problématique de santé publique. Puisque la qualité d'air et l'air lui-même sont extrêmement importants pour la santé humaine. On dit souvent qu'on peut être plusieurs jours sans manger, plusieurs jours sans boire, mais qu'en final, on ne peut pas se passer de respirer plus de 3 minutes sans dommages importants. Voilà, donc pour autant, on est sur une qualité d'air qui est assez peu connue dans les différents endroits que l'on peut fréquenter, que ce soit chez nous, dans les transports, même à l'extérieur d'ailleurs, et au final également dans nos bureaux. On passe pourtant 80% du temps dans ces espaces confinés, chez nous, véhicules ou au travail. Et on considère globalement que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, d'où certaines nécessités, notamment de ventiler les, euh, les locaux, les bureaux, les logements, etc. Pour autant, même si ce sujet est connu depuis longtemps et que on sait que ça cause pas mal de pathologies et des décès liés à ces problèmes de qualité d'air intérieur, les différentes démarches environnementales bâtiments, si elles prennent en compte le sujet, le font de manière pas complète ou de manière comment dire marginale, que ce soit dans les différents référentiels HQE, BREEAM, WELL, etc. Donc il y a des choses liées à la qualité d'air, mais de manière assez marginale, et les exigences dans ces référentiels représentent environ 7,5% seulement. Enfin, la qualité d'air intérieur représente seulement 7,5% des exigences de ces référentiels. Euh, Souvent, il y a des mesures qui sont demandées, enfin parfois il y a des mesures qui sont demandées, mais ça reste optionnel. Et comme c'est optionnel, c'est rarement retenu puisque ça génère du temps et un coût pour les maîtres d'ouvrage qu'au final, ils ne prennent pas forcément. Et on a donc au final même des bâtiments qui peuvent être labellisés, qui auront une qualité d'air intérieur, on va dire, non connue ou non contrôlée ou non maîtrisée. Voilà. Et du coup, Imolab a travaillé sur un label qui s'appelle le label intérieur, et je repasse la main à Cécile pour nous présenter ça. Donc,
comment ça fonctionne? Quand on a décidé de créer le label, même si c'était des besoins qui provenaient de nos clients, euh, notamment les bailleurs sociaux et certains grands comptes nationaux, on a décidé de ne pas le créer seul. Donc, vous verrez sur chacun de nos référentiels, en introduction, on cite les personnes qui ont travaillé avec nous sur le référentiel. Donc, on a une espèce de comité de relecture qu'on sollicite. On met à peu près un an à sortir un référentiel, donc on sollicite tout le long de l'année. Euh, Ça évolue en fonction des référentiels parce qu'on a besoin de métiers différents. On cherche aussi à avoir un panel représentatif des métiers. Donc, ce pas les mêmes personnes qui seront là pour le logement et pour le tertiaire, par exemple. Et on l'a conçu comme un protocole d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Donc, toutes les exigences sont obligatoires. Et le but, c'est vraiment de faire mieux. On pourrait aller beaucoup plus loin. On a des idées pour aller beaucoup plus loin, mais c'est une première marche qu'on fait évoluer régulièrement. Donc, on a des mises à jour en fonction du contexte réglementaire, en fonction des retours terrain aussi, des AMO et des maîtres d'ouvrage. Et on le fait évoluer très régulièrement. Euh, pour le moment, on a des référentiels sur le logement, le tertiaire, certains tertiaires, on le verra après, et la construction comme la rénovation qui est sortie en tout début d'année. Donc, en tout, on a 5 applicatifs. Donc, on a commencé par le logement neuf et maison individuelle en bande. Ce qui vous concerne un peu moins, parce que ça concerne plus les CMistes, on a un référentiel pour les maisons neuves individuelles diffuses. Et ensuite, on a travaillé sur les tertiaires et en rénovation, à la fois sur le logement et sur le tertiaire. Donc, comment ça fonctionne? Ce que je vous disais, c'est qu'on s'appuie sur notre comité de relecture et après, même lors des mises à jour, on les sollicite. On va certainement mettre en place un comité figé maintenant qu'on a une base de travail, mais au tout début, on avait besoin d'acteurs moteurs. On leur a demandé de pas mal s'investir. Le label est né à Toulouse et existe maintenant sur tout le territoire. Là, on a le plus de demandes, c'est plus en région parisienne, donc loin de l'endroit où il a été créé. Et pourquoi? Donc, l'idée, c'est quand même d'améliorer ce qui existe actuellement en termes de qualité de l'air, ou au moins de le connaître et de le mesurer, comme disait Yann juste avant. Donc, je reprends la main sur on va rentrer un peu dans le moteur du label intérieur avec les différentes thématiques qui composent ce label. Donc, on a première thématique sur la sensibilisation des différents intervenants, euh, que ce soit sur le chantier et sur l'usage, on va y venir après. L'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat, qui est le deuxième thème, parce que l'environnement immédiat a un impact sur la qualité d'air des bâtiments. Le troisième thème qui est sur les équipements, produits et matériaux de construction, c'est souvent ce à quoi on pense en premier, c'est-à-dire les matériaux qui vont émettre les éléments. Donc ça, c'est notre troisième thème. Et le quatrième thème, le renouvellement de l'air au sein du bâtiment, important pour contrer ce que j'ai dit tout à l'heure entre l'air intérieur bien plus pollué que l'air extérieur. Alors, on va rentrer un peu dans le thème numéro un, qui sont la sensibilisation des différents intervenants. Donc, pour ça, on va utiliser un certain nombre d'éléments qui sont des sensibilisations via des réunions des équipes lors de la conception, lors de la réalisation aussi des travaux de construction ou de rénovation, hein, pour sensibiliser à la qualité d'air intérieur et aux éléments importants pour garantir une qualité d'air intérieur dans les bâtiments. Il y a ainsi une charte chantier QAI qu'il s'agit de suivre pour s'assurer qu'on va mener les travaux correctement pour éviter les problèmes de QAI pendant le chantier et plus tard. Les autocontrôles des entreprises, donc, ce sont des fiches d'autocontrôle qui permettent aux entreprises de s'assurer, de vérifier qu'elles remplissent bien, qu'elles cochent les différents éléments à faire pour assurer la QAI. Un carnet de santé du bâti et une formation du futur gestionnaire du bâtiment. Donc là, on est plus sur les utilisateurs du bâtiment pour leur expliquer comment fonctionne le bâtiment, pour leur donner un certain nombre d'éléments importants
à savoir pour garantir la qualité d'air intérieur, comme par exemple la maintenance des équipements de ventilation ou l'ouverture des ouvrants, etc. Et enfin, des nudges à destination des futurs occupants. Les nudges, ce sont des petits éléments, des outils de communication ludiques qui permettent de faire attention à la problématique qualité d'air intérieur sans se prendre la tête. Donc voilà, donc vous avez des exemples, des visuels là rapidement sur ce qu'on est en mesure de fournir pour aider donc les constructeurs, les rénovateurs, mais aussi les usagers ensuite à, à bien prendre en compte la qualité d'air intérieur sur cet aspect du premier thème du label intérieur, la sensibilisation des différents intervenants. Le deuxième point, bah, c'est qu'un bâtiment il va subir son environnement immédiat. Euh, on a forcément un impact de sites qui vont présenter des problèmes de pollution de sol ou d'air, euh, notamment l'importance du contexte dans lequel va être le bâtiment, notamment s'il y a des voies de circulation à proximité, s'il y a des entreprises qui vont potentiellement émettre des polluants, s'il y a des sols pollués avec du relargage de polluants, si vous avez une carte par exemple à côté, alors c'est pas des sols polluants, mais c'est un risque radon là sur la petite carte qui est de France que vous voyez avec les différentes zones qui sont exposées à un risque radon, donc de l'émanation de gaz radioactifs radon qu'il faut évidemment éviter pour la santé des occupants. Donc voilà, le contexte du bâtiment est extrêmement important, donc c'est le premier point de ce thème. Ensuite, il y a un sujet sur la thermique d'été, euh, sur le taux d'ouverture minimale des fenêtres aussi pour l'aération, sur le fait de pouvoir ventiler facilement avec des bâtiments, enfin des logements ou des bureaux éventuellement qui seront sur des expositions qui sont doubles ou traversant de manière à favoriser la circulation d'air à l'intérieur du bâtiment. Sur la thermique d'été, il faut aussi indiquer que les surchauffes de bâtiments vont conduire à du relargage de polluants dus aux matériaux utilisés dans le bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi éviter la surchauffe. C'est évidemment mieux pour le confort de tout le monde, mais ça l'est aussi pour la qualité d'air intérieur. Quoi d'autre? La création d'espaces de vie extérieurs donc, qui permet de pousser les occupants à utiliser donc, du coup, des locaux, des espaces extérieurs, et donc permettant de, de renouveler un peu l'air qu'ils respirent. La végétalisation du site, donc là on a des végétaux qui potentiellement peuvent présenter un risque, notamment de relargage de pollen pour les allergies. Donc le choix des végétaux ou l'exposition à certains végétaux, si on n'a pas le choix, est à surveiller. On va ensuite avoir un thème sur la prévention des moisissures dans le bâtiment, qui est lié à des étapes importantes à gérer en phase chantier, mais aussi en utilisation des bâtiments, à éviter les moisissures en évitant notamment les ponts thermiques et en évitant aussi, en assurant une bonne ventilation. Et enfin, des locaux à pollution spécifique qui risquent de générer des polluants dans le reste des locaux. Donc ça va être des ateliers où on va utiliser des équipements comme des solvants, des peintures par exemple, mais ça peut être dans les logements, sur une maison individuelle avec un garage attenant, bah, le garage il émet de la pollution due à l'utilisation des véhicules. Euh, bon, voilà, j'ai fait un peu vite pour brosser tout ce thème 2 qui est l'intégration du bâtiment dans son contexte. Le troisième thème est sur les équipements, les produits et matériaux de construction. Euh, donc, on a maintenant à disposition du mobilier, des matériaux qui sont assez peu émissifs, puisqu'on a une étiquette d'émission dans l'air intérieur qui est directement visible sur la plupart des matériaux maintenant concernés, donc avec les étiquettes A+, à rechercher en priorité. On va demander à ce qu'il y ait des mesures de polluants à réception
dans le bâtiment après travaux. On a la mise en place de capteurs permettant de monitorer les polluants en phase d'exploitation. Donc, on va pouvoir suivre ce que ça donne. Et on va travailler aussi sur la régulation de la température de chauffage pour les raisons dont j'ai déjà parlé. Voilà, l'idée est de travailler sur les différents polluants que vous avez là. Les différentes sources peuvent émettre des polluants physiques, des polluants biologiques ou des polluants chimiques. Voilà. Et en plus des équipements vont être émissifs et dont on connaît l'étiquette, il y a plein de choses qu'on peut aussi amener dans un bâtiment et où il n'y aura pas d'étiquette et où on va avoir une émission de polluants et sur lequel il faut faire attention. Voilà, c'est évidemment tous les équipements, ameublements qui vont être amenés. Après, ça peut être aussi sur l'usage qui sera fait dans les bâtiments, notamment si on a des personnes qui sont fumeurs ou pas fumeurs. Fumeuses, pardon, parce que c'est des personnes. Ou non fumeuses. On continue sur le dernier thème qui est sur le renouvellement de l'air au sein du bâtiment, parce qu'une fois qu'on a essayé de limiter au maximum la quantité de polluants et les émissions de polluants, il faut quand même qu'on évacue ce qui reste comme polluants dans l'air intérieur. Et donc, on va renouveler l'air avec donc l'importance de bien concevoir, de bien dimensionner les systèmes de renouvellement d'air, ainsi que de vérifier leur fonctionnement, donc vérifier les débits, vérifier l'étanchéité des réseaux de ventilation. Le choix des systèmes de filtration qui pourra être adapté au système de ventilation et en fonction de la situation dans laquelle, enfin, le contexte dont je parlais tout à l'heure, dans lequel va se trouver le bâtiment. Faire attention à la mise en service de l'installation. Il est notamment intéressant de ventiler assez vite les bâtiments pendant la phase chantier, avant la réception, et donc mettre en place un système de ventilation assez tôt. Une vérification de l'installation sera faite dans le cadre du label, hein, classe d'étanchéité à l'air des réseaux, débit et pression aux bouches, vérification visuelle suivant un protocole qui est en place en logement et qui arrive, enfin qui est un protocole expérimental dans le tertiaire qui s'appelle Premier Vent. Voilà sur les quatre thématiques du label intérieur. Je te relaisse la parole, Cécile. Merci beaucoup, Yann. Donc, en conclusion, entre guillemets, je voulais vous dire qu'on a conçu le label clé en main. Vous avez vu, à chaque fois, il y a des exemples précis que Yann a partagés de nudge, tout ça est accessible avec la labellisation. Donc, on a travaillé les rapports types, tout pour, finalement, pour le client ou pour l'AMO qui suit le projet, que ce soit simple à utiliser. C'est vraiment accessible, c'est ce qu'on voulait. Et même si on a un label spécifique que sur, entre guillemets, sur la qualité de l'air, on a vu aussi qu'on touchait à beaucoup plus de thèmes. Donc, on va faire attention aux surchauffes estivales, on va faire attention aux espaces verts. Enfin, c'est assez large finalement, alors qu'on a un focus qui est restreint. Mais on regarde le bâti dans son ensemble pour répondre aux problématiques de qualité de l'air intérieur. Donc à chaque fois, pour chaque opération, on a un triptyque en fait pour le fonctionnement du label. On a Immolab, donc, qui est l'organisme de labellisation, qui a un contrat avec la maîtrise d'ouvrage sur l'opération en question. Il y a également un AMO qui est référencé par Immolab, c'est pour ça qu'il y a des liens entre les trois intervenants, puisqu'on assure une formation, on en parlera un peu plus tard, mais pour avoir toutes les informations liées à notre label, qui est un peu spécifique, où il faut avoir à la fois des connaissances sur la qualité de l'air, mais aussi sur les systèmes CVC, enfin, sur justement les espaces verts. Enfin, c'est assez large, et du coup, on fait une remise à niveau, comme ça, les AMO peuvent venir de tout horizon, et on leur donne les clés finalement pour savoir utiliser notre grille de lecture et nos exigences de label. Et l'AMO va aussi avoir un contrat avec la maîtrise d'ouvrage, donc en direct, pour l'accompagner sur toute la phase de conception, construction et réception. Au tout début du label, pour alléger les charges, parce qu'on a fait attention au coût aussi du label, c'est pour ça qu'on fait des marches petit à petit, pour alléger les charges, on avait
un peu effacé la partie construction. On est vite revenu dessus parce qu'ils nous oubliaient complètement pendant le chantier. Donc maintenant, il y a une obligation en phase chantier de réaliser la fameuse sensibilisation dont a parlé Yann, et suivie de au moins 3 visites à des étapes clés. Après, on peut en faire plus, mais tout dépend des typologies de chantier et des risques associés aussi. Donc voilà le processus, justement. On va faire une première validation qu'on appelle phase programme, où en fait on va donner toutes les exigences, on va réaliser l'analyse de site, donc c'est fait par l'AMO, et tout ceci est présenté en réunion de sensibilisation auprès de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dans lequel on a obligatoirement certains acteurs, donc l'architecte, ça, on a un peu l'habitude, le maître d'ouvrage, mais aussi le bureau d'études thermiques et fluides, la partie fluide étant très importante. Ensuite, la validation en phase conception, ça va être une relecture des pièces écrites et graphiques par rapport au référentiel et aux exigences qu'on avait données précédemment. Et ça permet de valider, avant de passer en chantier, de faire une première étape de validation, à l'issue de laquelle on peut remettre une attestation pour le maître d'ouvrage s'il le souhaite, parce que dans certains cas, c'est demandé par l'aménageur ou autre, donc on peut le faire à ce moment-là. Ensuite, on a un accompagnement en phase chantier, donc avec une sensibilisation et au moins 3 visites dédiées. Les 3 visites permettent aussi de récupérer tout l'aspect administratif, documentation, et même parfois de prendre quelques photos en cours de chantier qui lèvent les exigences qu'on peut demander en fin de chantier. Une phase de réception où on va récolter pas mal de documents, on va faire une visite également et récupérer aussi tous les résultats de mesure, que ce soit sur le réseau de ventilation, mais aussi sur la partie qualité de l'air intérieur. Ensuite, ça nous permet de labelliser définitivement l'opération, et pour le tertiaire, du coup, on donne les clés pour qu'il y ait une passation avec la phase d'exploitation. Mais on labellise avant, parce qu'on labellise à réception pour que ce soit plus simple. On donne les clés pour aller plus loin, donc il y a une petite étape complémentaire d'accompagnement, en tout cas pour l'AMO. Les 4 applicatifs, on en a déjà parlé. Je voulais juste m'arrêter sur le fait que les bâtiments tertiaires, on ne couvre pas toute typologie de bâtiments encore. Les bâtiments un peu spécifiques comme des piscines, des patinoires, des choses dans lesquelles on a des pollutions spécifiques sur lesquelles on n'est pas allé. Donc pour l'instant, le champ de labellisation, c'est l'hôtellerie, les établissements de petite enfance, les bureaux, l'enseignement et les centres médico-sociaux. Donc ça permet de répondre à la plupart des demandes, hein, pour le moment. Euh, un petit focus sur les formations. Donc, on réalise des formations de manière régulière tout au long de l'année. La prochaine session qui était prévue en fin d'année, c'était une session logement pour la rénovation, pour commencer à déployer la partie rénovation, qui est prévue en septembre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et au vu de la demande, on a ouvert une session de logement neuf aussi. Ce sera certainement fin août. On n'a pas encore les dates. Mais si vous êtes intéressé, du coup, la session est en cours en cours de montage. Et si on a assez de personnes intéressées, on la rajoutera au programme. Bon, ça a l'air bien parti. On a assez de demandes déjà. Il faut qu'on cale les dates. Mais voilà, si vous voulez compléter cette session, c'est également possible. On est transparent sur les coûts de labellisation qu'on transmet donc à la maîtrise d'ouvrage. Vous, ça vous permet, quand vous avez des demandes en tant qu'AMO, par exemple, de les transmettre. En tant que maître d'ouvrage, de les prendre en compte dans vos chiffrages. Donc, c'est hyper simple. Pour les logements, c'est en fonction du nombre de logements. Et pour le tertiaire, c'est en fonction de la surface à labelliser. Donc, on va finir par quelques références. Je ne vous ai pas dit tout au début, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de conversation. Bon, je ne les vois pas, mais Yann prendra le relais. Oui. On pourra y répondre à la suite de la présentation des références. Voici une première référence qu'on a avec LP Promotion en région parisienne, qui s'appelle SICO. C'est une opération qui est portée dans une ZAC portée par EPAMARN, qui demande à faire attention, entre autres, à la partie qualité de l'air intérieur. Je dis entre autres parce que c'est poussé aussi au niveau
biodiversité et apport de matériaux biosourcés. Donc là, on a un combo qui est très intéressant pour nous. Il a été fait une STD sur le projet pour valider l'apport d'inertie du coup par ces cloisonnements intérieurs en briques de terre crue. Donc, ce qui est bon pour la thermidité, mais aussi pour la qualité de l'air intérieur. Donc, c'est assez intéressant. Et une autre des spécificités, c'est que sur la peinture, donc on demande, nous, une peinture A+, mais sans aller plus loin, soit une peinture biosourcée. Alors, on peut pas, l'étiquetage va pas plus loin que le A+, mais dans les résultats, par contre, on sait que c'est beaucoup plus favorable à base d'algues. Donc là, ils sont allés un peu plus loin que prévu. Et quand on a des clients qui souhaitent aller plus loin, on est aussi capable de leur proposer des solutions pour aller plus loin. Il y a des labels qui vont au-delà de l'étiquetage français, qui existe, mais c'est déjà bien, mais on peut aller bien plus loin pour ceux qui sont motivés sur une opération. Une seconde opération, donc là, plus en région toulousaine, portée par un bailleur social. Alors, cette opération, elle est livrée, alors que l'autre, elle est en cours de construction. Voilà, une petite latence. Donc là, c'est aussi du logement collectif. Et il y a sur l'aspect sensibilisation, notamment chantier, l'équipe de maîtrise d'œuvre a vraiment joué le jeu. Donc c'était pareil, ils sont allés un peu plus loin que ce qu'on demande et on a pu les accompagner dans la démarche avec l'AMO qui s'est occupé d'eux. Donc, c'était assez intéressant. Donc la charte chantier QAI, les affiches qu'on met à disposition, mais en plus il y avait un peu la minute QAI, donc ils en parlaient très régulièrement et c'était à l'ordre du jour tout au long du chantier. Et sur cette opération, on avait une voie justement de circulation assez intense. Et dans la partie analyse de site, on a réalisé des simulations qui ne sont pas tout le temps faites, hein, pour trouver des solutions par rapport à cette voie de circulation. Et bien sûr, des mesures en fin de travaux. La mesure, pareil, en tout début, à la naissance du label, était obligatoire, mais on validait, même si on n'atteignait pas les valeurs cibles. Ce n'est plus le cas maintenant, parce qu'on voit que quand on suit correctement le chantier, on atteint sans problème les valeurs cibles demandées. Donc maintenant, on pousse au résultat. Donc, tous les logements labellisés ont des mesures conformes aux exigences qu'on demande. Là, c'est un exemple donc, d'opération tertiaire. Donc, ce sont des bureaux à Bordeaux et c'est porté par l'INCity. Là, il y a une petite spécificité sur l'îlot central. Ils ont beaucoup travaillé l'apport justement de fraîcheur avec un îlot créé au centre des immeubles, et toujours pour éviter les surchauffes du bâtiment et le dégazage des matériaux. Euh, mais un traitement par l'extérieur. Bien sûr, on a participé au choix des essences pour éviter des problématiques d'allergie. Et on a pu mettre en place les nudges pour sensibiliser les futurs usagers à la qualité de l'air. Ça, c'est des choses qui restent en place ensuite, donc qui permettent d'être visibles. De la même manière, là, sur Courbevoie, donc là, c'est une école qui est livrée, d'ailleurs, là, beaucoup, à un groupe scolaire. C'était une coque, ils sont installés dans une coque vide, donc assez contraint. Et on a fait un gros travail sur la partie ventilation, puisqu'on était contraint en hauteur, etc., et qu'on demande quand même des niveaux de ventilation sur le tertiaire un peu plus importants que ce qui peut être fait réglementairement. Et donc, du coup, on a eu un accompagnement, notamment dans les salles de sport, etc., où on avait des niveaux de CO2 qui augmentaient très vite, où on donne la main aux usagers pour intervenir par ouverture des fenêtres, hein, tout simplement, avec des problématiques liées aux enfants. On ne peut pas ouvrir sur la rue ou autre. Mais du coup, le monitoring avec la mise en place de la ventilation double flux, le combo nous a permis de répondre aux attentes du label. Et donc, en plus, le fait qu'il y ait ce monitoring, ça permet à tous les usagers de la classe, à tout âge aussi, d'intervenir sur une pollution sur laquelle ils peuvent intervenir. Donc là, on mesure le CO2 parce qu'on sait qu'on peut intervenir dessus. On ne peut pas aller chercher des NOx ou autres sur lesquels l'usager ne peut rien faire, entre guillemets. Mais c'est une première étape pour sensibiliser les gens et reprendre les habitudes d'antan, on va dire, d'aérer les pièces, ou celles qu'on avait remis au bout du jour pendant la période Covid. Donc, voilà quelques références. Je pense qu'après, on a terminé. Si vous voulez nous joindre, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez aussi écrire directement à Yann ou à moi, pas de souci.
Je ne sais pas s'il y a des questions, Yann. Bon, je ne les vois pas. Pour l'instant, non, mais vous pouvez utiliser soit le fil de conversation, soit les questions-réponses qui doivent être ouvertes. Pour Oui, normalement, l'instant, c'est ouvert. j'ai pas de questions. Et après, si vous avez des questions spécifiques pour votre projet, vous pouvez aussi nous écrire. Pas un problème. Je sais de mettre nos. Non, mais moi, je ne peux plus rien faire, de toute façon. Donc, Ouais, je suis ok. bloqué. Ben, en tout cas, n'hésitez pas effectivement à poser les questions si vous en avez. Sinon, c'est qu'on a été très clair, en tout cas dans le format imposé. Et on a fait 32 minutes, donc c'est bien. Mm. Oui, normalement, on est calé, quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez repréciser le type de site concerné par le label, s'il vous plaît? Oui, je vais revenir Perrine en Bois qui nous arrière. pose la question. Alors, je vais revenir en arrière sur la partie. Effectivement, on a plusieurs référentiels. Euh, Donc, euh, on couvre sur le plusieurs logement. typologies de bâtiments. On couvre le logement à la maison individuelle, soit en neuf ou en rénovation. Et de la même manière, les bâtiments tertiaires, donc là, vous avez le champ de labellisation des bâtiments tertiaires, hôtellerie, établissements de petite enfance, bureaux, enseignement et centres médico-sociaux. Et de la même manière, en neuf et en rénovation. Voilà. Donc, je pense que ce que ça répond à votre question. Type de site, c'était le type de bâtiment hein, dont vous parliez, pas les sites géographiques, j'imagine. Parce que sinon, c'est évidemment Ah oui, sur bah, la France entière. géographiquement, on couvre la France entière et ce qu'on aime, c'est qu'il y ait des AMO qui soient à proximité. Autant nous, on est à Toulouse, mais on n'est pas opérationnel. Hein, c'est pas nous qui déployons le label. On s'occupe uniquement de la création, de la mise à jour des référentiels. Mais du coup, les acteurs de proximité restent les AMO. On a une liste qui est disponible, téléchargeable sur notre site internet. Donc, si vous avez des projets, et on couvre toute la France grâce aux AMO et vous avez forcément des personnes à proximité. On a un filtre, il me semble, sur les AMO pour filtrer par région. Voilà, comme ça, vous allez plus vite sur les personnes qui sont de la Ok. région de l'opération en cours. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses sur le site internet. Je vous invite à le visiter. W. Alors, le logement Ouais. collectif, le logement Limite, neuf, ça dépend. Tu vois les c'est questions du tout à collectif. Ouais, 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 j'ai les... sur mon téléphone, du coup. Logement collectif et individuel, les deux, ouais. Alors, petit marqué logement neuf, mais c'est logement collectif et maison individuelle en bande neuve. Oui. Donc, c'est, Donc, depuis voilà, le, le collectif, c'est depuis bien le couvert. départ, voilà, depuis le départ, en fait, ça s'adresse au logement collectif. Oui, c'est le premier référentiel là, de novembre 2017. Il faut que je fasse une modification sur le support, en effet. Alors, Et est-ce je qu'il pense y a... qu'on a... C'est bien. On a fait le tour des questions. De toute façon, on reste disponible en direct. Peut-être que ce sera plus pertinent sur des opérations que vous avez en tête d'échanger. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Bon après-midi à tous et à bientôt. Merci pour votre participation. Merci Cécile. Et bah oui, comme on disait, vous pouvez nous contacter. Tu peux remettre la slide peut-être avec nos coordonnées, Cécile? Ouais. Et puis Alors, la on... rénovation couvre tous les mêmes typologies de logements. Et, la Ah, question continue, donc ouais. ah oui, tout à fait. En janvier, on a sorti un référentiel qui couvre la rénovation et le logement collectif, effectivement, et dedans. Ouais, tertiaire Oui, et logement collectif, en fait, en rénovation. oui. Il y a juste les maisons individuelles où on n'a Les pas mises sorti individuelles de. en libre diffus. Voilà, qu'on n'a pas Voilà, sorti c'est sur ça. la En maison individuelle, en secteur diffus, on n'a pas on n'a pas fait de référentiel rénovation. Mais pour tout le reste, oui, ce qu'on a sorti en juillet 2025, c'est aussi, ça concerne tous les autres types de bâtiments qui étaient avant concernés par le label intérieur sur le. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Euh, donc vous avez là le mail générique où vous pouvez nous contacter et on se fera une joie de vous répondre. Merci et bon après-midi. Au revoir.
Je te laisse clôturer, Yann, parce que du coup, je peux pas. Ah oui, fin de l'événement. Je vais se terminer, je pense, ma réunion. Je sais pas ce que tu as, mais moi, je suis complètement bloquée. Alors, ouais, je suis en train de clôturer.